Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre seconde bougie de l'Avent symbolique. Vous savez, cette série littéraire constituée de 4 épisodes et qui traite de contes de Noël pas comme les autres. Let's go for a ride tonight. What you say? Dimanche dernier, c'était un conte d'Alphonse Allais que je vous ai partagé, écrivain relativement méconnu aujourd'hui, mais qui connut malgré tout une belle renommée durant la Belle Époque, et dont j'ai aimé le cynisme et la désinvolture. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail. Alors je sais que je vous dis souvent, en effet, en introduction, que je suis ravie de vous retrouver et ravie d'aborder l'épisode du jour, et en même temps, que voulez-vous, je ne choisis que des thématiques, des autrices et des auteurs qui me passionnent, alors forcément tout ceci rend l'exercice fort plaisant. Cela dit, j'implore votre indulgence, car oui, encore, je vais vous le répéter, je suis ravie, car aujourd'hui, nous allons parler de Joseph Kessel. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Croyez-le ou non, cela fait très longtemps que j'ai ce grand monsieur Kessel en tête pour en faire un épisode, et d'ailleurs je suis convaincue que celui-ci ne sera pas le dernier que je vais lui consacrer. Mais je lui porte une grande admiration, tant et si bien que, je ne savais pas très bien comment l'aborder au sein d'un épisode. Alors finalement, je pense que vous faire découvrir un conte de Noël de sa part, plutôt méconnu, est une manière moins intimidante, mais tout aussi savoureuse de l'aborder. Et pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore, attelons-nous comme ces cavaliers qu'il a immortalisés dans son roman éponyme, pour s'en aller ensemble le découvrir de ce pas. L'histoire de réalité et de fiction à propos de l'histoire pour raconter, il se dit, on n'imagine pas, à propos du fameux second métier, s'il faut que les écrivains aient un second métier pour vivre, et ces seconds métiers étant soit le professorat, soit le journalisme en général, on ne voit pas qu'est-ce le professeur. Eh bien, j'ai failli être professeur. Mais failli, ça. Oui, failli. Avant de partir pour la première guerre, 14-18, j'avais fait des études à la Sorbonne, et mon père, désirait beaucoup, il me laissait complètement libre, mais il désirait beaucoup. Je fus professeur, professeur d'université. Je passe une thèse, je savais le russe aussi bien que le français, il aurait voulu que je sois professeur de russe dans une université. Mais pour ça, il fallait d'abord avoir l'agrégation. Enfin, quand je suis parti dans l'aviation, j'avais déjà passé la licence, le diplôme d'études supérieures, et quand je suis rentré, je me suis dit, après la guerre, on faisait de grandes facilités aux jeunes gens qui revenaient intacts, et je me dis, ça sera très facile de passer l'agrégation. Mais pour ça, il fallait faire un stage dans un lycée. Et le malheur a voulu que je tombe dans le lycée et dans la classe où était mon frère, plus jeune que moi de 6 ou 7 ans. Et alors, rien que de le voir, tout ça m'a paru tellement ridicule, et lui se retenait difficilement de rire, qu'après une matinée, je me suis dit, non, c'est fini, restons journalistes et devenons écrivains. Oui, tu n'es peut-être pas fait d'ailleurs pour être Non. professeur. Il est né en 1898 à Villa Clara, en Argentine, dans une famille juive originaire de l'Empire russe, et ce qui fait qu'il porte déjà en lui, avant même d'écrire une seule ligne, la migration, l'exil et l'aventure. Sa jeunesse se déroule d'ailleurs entre 3 continents et 3 pays, l'Argentine de sa naissance, la Russie des origines parentales, et puis la France, terre d'études, de langues et bientôt de passion littéraire. Adolescent à Nice, puis élève du prestigieux lycée Louis le Grand, le jeune Joseph découvre tôt le tumulte du monde. En 1914, il n'a que 16 ans lorsqu'il devient infirmier brancardier. Très vite, la guerre appelle plus fort que tout, et à 18 ans, il s'engage volontairement dans l'aviation, séduit par la promesse d'un ciel qui transforme les hommes. De cette expérience, il tire son premier grand roman, L'équipage, écrit à 25 ans, qui le propulse immédiatement parmi les jeunes voix les plus marquantes de l'après-guerre. Car chez Kessel, ce qu'il faut savoir, c'est que l'écriture ne se sépare jamais de la vie. Il est de ces écrivains qui marchent vers leurs personnages avant de les inventer. Et dès les années 20, il devient reporter, il arpentera Londres, l'Abyssinie, la mer Rouge, fréquente les aventuriers comme Henri de Montfred, et transforme ce qu'il voit en romans, Fortune carrée, Belle de jour, Wagon-lit, entre autres. À Paris, il participe en 1928 à la création de l'hebdomadaire Gringoire, mais quitte le journal lorsque celui-ci glisse vers l'antisémitisme. Kessel suit alors sa boussole morale autant que ses impulsions de voyage. Puis, quand éclate la Seconde Guerre mondiale, il reprend naturellement son rôle d'homme debout. Il devient correspondant de guerre, puis résistant. Il gagnera Londres avec son neveu Maurice Druon et s'engage dans les forces aériennes françaises libres.
Dans un pub du sud de Londres, le White Swan, il écrit avec Druon les paroles du Chant des partisans, futur hymne de la résistance. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, à vos armes. Demain, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses, c'est la faim qui nous pousse. Quelques mois plus tard, il publie L'Armée des Ombres, hommage aux combattants de l'ombre, qui reste aujourd'hui l'un des récits les plus vibrants de cette époque. Après la libération, Kessel retrouve le mouvement, les routes, bref, il a un grand besoin d'horizon. Grand reporter pour France ce soir, il couvre les procès du maréchal Pétain et de Nuremberg. Il assiste en direct à la naissance de l'État d'Israël, il partira en Birmanie également, en Afrique, en Afghanistan. C'est ce dernier pays qui lui inspire Les Cavaliers, son chef-d'œuvre, une fresque puissante née des longues traversées des plateaux afghans, et dont je vous parlais en introduction. Il publie aussi Le Lion, roman d'une Afrique rêvée et magnifiée, puis des récits de mémoire et d'amitié comme Les Mains du Miracle ou sa biographie de Jean Mermoz. En 1962, c'est une consécration symbolique car Joseph Kessel est élu à l'Académie française. Il y entre avec son étoile de David gravée sur son épée, rappel discret mais ferme d'où il vient et de ce qu'il représente. Un homme pour qui l'identité est une dignité plutôt qu'un poids. Jusqu'à la fin, il continue de voyager, d'écrire et de raconter. Il meurt en 1979, terrassé par une rupture d'anévrisme, laissant derrière lui une œuvre immense, faite de routes poussiéreuses, de visages inoubliables, d'héroïsme discret et de fraternité humaine. En 1920, son entrée dans la bibliothèque de la Pléiade confirme la place à part qu'il occupe dans la littérature française. Joseph Kessel aura passé sa vie du côté des vivants, des vrais vivants, ceux qui traversent le monde avec le cœur battant, un carnet à la main et une confiance entière dans la beauté brute de l'humanité. Et cette beauté brute de l'humanité, on la retrouve d'ailleurs dans son petit conte de Noël qui s'appelle « Le réveillon du colonel Djerkov ». Serge Mihailovitch Djerkov, colonel à la garde impériale, enleva son cache-poussière, baissa le rideau de fer et sortit de la librairie, où toute la journée, pour un salaire assez misérable, il ficelait des paquets de volumes. Son pardessus était mince, le soir était d'un froid acide. Djerkov marcha très vite. Il atteignit bientôt le boulevard Saint-Michel et se dirigea vers la rue Tournefort, où il occupait une chambre mansardée. Une fatigue profonde pesait sur ses membres et faisait les vides en son esprit. Elle venait de si loin qu'il la subissait sans plus l'apercevoir. Des mois de lutte mortelle en Russie, des années de privation à l'étranger, les occupations mécaniques, fastidieuses et sans issue auxquelles il était astreint, y avaient apporté un saut définitif. Il allait à travers une cohue de passants, sans remarquer qu'elle était plus dense et désœuvrée qu'à l'ordinaire. Pour lui, ce soir-là ne différait pas des autres. Il irait, comme tous les jours, acheter quelques provisions, préparerait son dîner sur une lampe à pétrole et se coucherait très las. Dans l'épicerie où il se fournissait régulièrement, il eut une surprise. La pièce était pleine de chalands. Ménagères affairées, petites gens, pour qui la vie matérielle était chaque matin une équation difficile à résoudre, choisissaient des victuailles que, à l'ordinaire, leur état leur interdisait. Le colonel se souvint qu'on était au 24 décembre, le soir du réveillon. Il lui sembla que son cœur s'alourdissait. La joie des autres et cet air de fête qui embellit les plus humbles visages lui rendaient tout à coup plus cruelle et comme neuve sa misère, sa tristesse, sa solitude. Hâtivement, il fit ses achats, monta dans sa chambre.
Pour la première fois, il en vit toute la pauvreté. Mais, sentant obscurément que l'indifférence morne qui l'imprégnait d'habitude lui permettait, seul, de supporter la vie qu'il aimait, Serge Mihailovitch se contraignit d'un rude effort à poursuivre, sans réfléchir, l'accomplissement machinal de ses gestes quotidiens. Il arriva ainsi à préparer son bref repas et à le manger sans goût. Mais lorsque l'heure vint de se déshabiller, la force lui manqua. Le sourd travail intérieur que sa volonté avait réussi à masquer jusque-là portait ses fruits amers. Dans cette nuit joyeuse, entouré par l'immense ville dont il semblait entendre la rumeur de plaisir, le sommeil ne viendrait point. Et la pensée d'étendre son corps sur le grabat dur et glacé pour n'y point dormir lui fut intolérable. Il se mit à marcher à travers la chambre, tandis qu'une angoisse vacillait dans ses yeux. Des images fragmentées se bousculaient sous son front. Il ne pouvait s'attacher à aucune d'elles, mais toutes lui apportaient un lambeau de détresse qu'il était impuissant à vaincre. Inconsciemment, Djerkov s'arrêta devant sa malle, l'ouvrit, et d'une enveloppe tira 2 billets de 100 francs. Puis il se passa la main sur les tempes et murmura, comme réveillé, « Je suis fou ». Un sourire douloureux crispa sa bouche. Il venait de comprendre qu'il voulait lui aussi, quelque part, dans le bruit, la lumière et le vent, fêter le réveillon. Il haussa les épaules. Mais quel rêve enfantin! Cet argent qui tremblait entre ses doigts était sa réserve suprême contre l'inconnu. Longtemps, le colonel resta immobile, rêvant. Et brusquement, l'appel invincible, venu du plus profond de sa chair, qu'il avait jeté au cœur des rouges batailles, qui lui avait fait gagner et perdre des fortunes sur un coup de dé, cet instinct du risque et de l'oubli, que sa vie terne d'immigré avait pu réduire, mais non pas supprimer, l'emporta. Il chiffonna les 2 billets, les glissa dans sa poche, descendit l'escalier roide, arrêta une voiture, et au chauffeur, il cria de sa voix de grand seigneur miraculeusement retrouvé « À Montmartre !» Le haut de leurs jambes bien fait, ce qui fait qu'elles et moi tout son cœur on en perdrait la tête si je ne suis pas de deux. Oh, monsieur, la vie voulait, je vois quoi. Intrigués, les soupeurs examinaient cet homme, haut de taille, qui, seul, à une table, inclinait son fier visage meurtri sur une coupe de champagne. L'usure de ses vêtements étonnait parmi le luxe insolent, mais ses mains étaient si parfaites qu'elles anoblissaient ses manchettes élimées. Un orchestre nègre faisait trembler les cristaux. La clarté des lustres avait l'éclat et la dureté d'un métal en fusion. Mais le tumulte et la lumière, les rires et les danses, loin de verser au colonel Serge Mihailovitch cet anéantissement de la mémoire qu'il était venu chercher, lui donnait au contraire une acuité terrible de souvenirs. Il n'avait pas encore touché au vin doré, mais, dans sa trame palpitante, les yeux de Djerkov retrouvaient tout un monde évanoui. Une file de traîneaux, attelée de troïkas couvertes de sonnettes claires, glissait comme une tempête heureuse sur la neige au reflet bleu de lune. Les cochers excitaient les chevaux écumants avec des cris affectueux et farouches. Dans la capitale entière, ce n'était que sons de cloches de Noël et bruits de chansons. La Neva, royale et glacée, brillait entre les perspectives de palais et d'églises. On allait aux îles. Déjà, la griserie chauffait le sang des hommes, amollissait le regard des femmes. L'air vif et pur y mêlait une allégresse légère et pleine de fraîche volupté. Puis, les tziganes, leurs troupes faisaient jaillir des violons et des gorges toute la joie, toute la tristesse. Les rues de mélodie, nées dans les steppes du bruissement des herbes et du murmure des eaux, animaient les romances vulgaires d'ivresse, de désespoir et d'amour. Et le colonel Djerkov se rappela celui qui menait le cœur brutal et superbe, Mitka la canaille, avec ses yeux d'ébène polis, ses joues grasses et sa voix cuivrée. Mitka l'incomparable, à qui l'on jetait l'or par poignées pour qu'il exaspérât encore l'ardeur frénétique des siens. Une colère souleva Serge Mihailovitch contre sa propre naïveté. Comment avait-il pu croire qu'après des réveillons pareils, il trouverait quelque plaisir à une fête mesurée? Pour s'étourdir, il vida d'un trait sa coupe, mais le champagne lui parut fade. Il appela le garçon, lui jeta ses 2 derniers billets et se leva. Mais un tressaillement le raidit. L'orchestre s'était tu, et, d'une draperie qui se levait, surgit, bariolée et sonore, une troupe bronzée aux dents éclatantes. « Oh, les tziganes !» murmura le colonel. Il retomba sur sa chaise.
Les archers, comme des flammes, coururent sur les cordes chantantes. Les voix riches et meurtries montèrent dans la salle en fumée. Tout s'effaça pour Djarkov. Sa famille massacrée, sa misère sans issue, les travaux mesquins, l'existence ruinée. Il ne vivait plus que dans les rythmes barbares et splendides, dans cet orage déchaîné de joie et de somptueux désespoir. Sur un accord brusque, la mélodie mourut. Un lourd enchantement oppressa le colonel, mais une assiette pleine de billets étendue devant lui vint l'en tirer. Machinalement, il fouilla ses poches. Elles étaient vides. Il leva des yeux confus sur le quêteur et un tremblement le secoua. Mitka. C'était Mitka. Les années n'avaient point entamé la ronde fermeté de son visage, l'éclat luisant de ses yeux, ni son sourire familier et servile. Le tzigane aussi l'avait reconnu. Ses prunelles vives coururent sur les traits émaciés de Djarkov, sur son veston fripé. Il s'inclina respectueusement et dit en russe. « Ne vous en allez pas avant la fin, votre Excellence Serge Mihailovitch. Nous fêterons la Noël, comme au bon vieux temps. » Et jusqu'à l'aube, dans un cabinet particulier, Mitka la canaille, en souvenir des nuits des îles, soula Djarkov de ses chansons préférées. Et le colonel eut contre lui, attentive à ses désirs, 2 filles au sein brun. Vous venez d'entendre Le réveillon du colonel Djarkov de Joseph Kessel. Un conte pas tout à fait comme les autres, assez loin d'ailleurs de l'esprit bon enfant de Noël, mais qui malgré tout nous prouve que parfois dans la solitude et le désespoir, on peut trouver des miracles de Noël. Dans des sources inattendues de volupté. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez eu plaisir à découvrir ce conte à mes côtés de Joseph Kessel. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir les prochains épisodes à mes côtés et également de laisser un petit commentaire ou une note dans votre plateforme d'écoute. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Et en attendant, je vous dis bonne lecture, bonne période de l'Avent et à la semaine prochaine.